Vous allez découvrir la série documentaire du cœur aux actes et notamment l'épisode 2. L'épisode 2, Agir au cœur du pouvoir, réalisé par Valérie, qui est juste à mes côtés. Bonjour Valérie. Bonjour Caroline. Valérie, juste avant de découvrir cet épisode 2, est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter les grandes lignes, le synopsis, comme on dit, de cet épisode, et si vous voulez nous parler bien évidemment de la série plus largement. La parole est à vous. Merci. Bonjour à tous. Merci effectivement d'être là un dimanche matin à 11h à Courbevoie. C'est vraiment un triple exploit. Donc merci du fond du cœur. Alors effectivement, cette série du cœur aux actes, Heart Leadership University, c'est vraiment déjà un peu une histoire de rencontre et presque, je dirais, une histoire d'amour. Parce que moi, personnellement, je suis tombée en amour de cette histoire et de ces 14 dirigeants que je suis depuis 1 an maintenant. Et donc, voilà, je vais vous raconter un peu la genèse. Donc, tout est parti d'une intuition qui n'est pas la mienne, hein, qui est celle de Jean-Noël Torel, qui est un grand dirigeant, et d'Hélène Le Thénault, qui est là, que vous écouterez tout à l'heure. Et donc, cette intuition, c'était de se former à l'intelligence du cœur pour, contrer l'intelligence artificielle. Et après, Hélène vous en dira un petit peu plus. Et donc cette série finalement c'est vraiment plus que agir au cœur du pouvoir, c'est surtout se reconnecter à son intuition, à son courage et à son empathie. Et donc voilà, moi j'ai rencontré donc ces 14 dirigeants l'année dernière. Et donc je les suis tous les 2 mois. Donc il y a 8 modules. Et c'est tantôt l'amour du vivant, le courage d'être soi, agir au cœur du pouvoir, compter ceux qui comptent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre enfin bref, le cœur collectif. Et donc l'idée, c'est vraiment de réinventer son rapport au temps, son rapport à l'argent, son rapport au pouvoir, son rapport au collectif, à la gouvernance, et la suite à la fin de l'épisode. Alors, on va déjà découvrir l'épisode, donc Agir au cœur du pouvoir, un épisode qui dure donc 20 minutes et on se retrouvera juste après pour un débat en présence de Florence Guémy et Hélène Le Thénault, que vous allez en partie découvrir dans cet épisode, et on parlera plus largement de cette notion du pouvoir, mais pas que. Bonne projection et à tout de suite. Et comme je vous l'annonçais, nous allons donc, je vous invite à vous asseoir, Denis. Nous allons donc poursuivre par un débat autour de ce film avec Valérie Zoido. Pardon Valérie, je ne vous ai pas présenté tout à l'heure, vous êtes donc réalisatrice, vous l'avez compris, mais ce que j'ai oublié de préciser, c'est que vous êtes très engagée justement sur les nouveaux récits. Et donc cette histoire, cette rencontre avec The Heart Leadership University, c'était quelque part une évidence et on va encore avoir l'occasion d'en parler. Et également, donc avec moi, Hélène Le Thénault, vous êtes directrice de Jean-Noël Torel Fondation et également cofondatrice de The Heart Leadership University. Et Florence Guémy, vous êtes directrice générale du groupe Bayard. Merci beaucoup d'être présentes toutes les 3 aujourd'hui. J'ai une première question, juste avant de revenir sur l'épisode qu'on vient de voir et de parler plus en détail de cet épisode, mais aussi de la notion de pouvoir. Est-ce que, Hélène, vous pouvez, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ou peu The Heart Leadership University, nous parler de la genèse du projet, de sa mission, de ses actions? En quelques mots, du coup, sur effectivement le pourquoi de départ, enfin, qui a eu cette idée? Donc, cette idée d'une nouvelle université pour dirigeants, de ce mouvement de dirigeants avec des parcours de transformation, est née dans l'esprit et dans les intuitions d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Torel, qui a aujourd'hui 75 ans, qui est le fondateur et le président de l'entreprise Naos Bioderma, donc une entreprise qui est dans le secteur des dermocosmétiques. Et puis, on va dire, il a une intuition, mais à proprement parler en se brossant les dents un matin, qui est de dire 2 choses. Les dirigeants que je souhaite recruter en général ne sont pas bien formés. Ils sortent des meilleures grandes écoles ou des meilleures universités. Et je ne trouve pas chez eux cette flamme et ces aptitudes du cœur, l'empathie, l'intuition, le courage. Puisque je ne le trouve pas, il faut que je crée une université qui fasse ça. Donc c'était sa première intuition et sa première conviction. La deuxième, c'est de dire que le 21e siècle présente des défis absolument gigantesques. Alors ici, bien entendu, vous êtes probablement sensible aux questions des effondrements écologiques, mais Jean-Noël, paradoxalement, a l'intuition que le risque majeur pour le siècle qui vient,
c'est l'écrasement de l'humanité par les dérives de l'intelligence artificielle et plus largement du contrôle numérique. Et on va dire parmi les dirigeants de cette stature, il y en a assez peu qui ont à la fois cette intuition et cette conviction, et c'est dit pour préserver l'humanité, il faut qu'on arrive à travailler ce qui fait vraiment de nous des humains. Voilà, donc dans l'épaisseur de l'humain, sa sensibilité, sa liberté de décision, sa subjectivité, ses capacités empathiques, ses capacités intuitives. Donc voilà les deux raisons principales. Une raison très pratique qui est « j'aimerais bien recruter des dirigeants animés par le cœur », une raison beaucoup plus générale qui est « faisons bloc, faisons mouvement ensemble pour préserver notre humanité au XXIe siècle ». Alors, au sein de The Hot Leadership University, il y a un parcours. Ce parcours, il a le même nom que cette série documentaire, Du cœur aux actes. C'est un parcours, on l'a découvert en introduction, qui est labellisé un parcours de transformation du leadership. Là encore, de quoi s'agit-il précisément? À qui s'adresse-t-il? Donc ce parcours pour dirigeants, c'est un parcours expérimental. Florence, à ma gauche, en est une des premières participantes. Un parcours de 18 mois en 8 étapes, 8 modules sur différentes thématiques pour découvrir toutes les facettes de l'intelligence du cœur. On l'a dit, intuition, empathie, courage, mais surtout pour les mettre en pratique dans son rôle de dirigeant. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est jusqu'où on peut aller. Jusqu'où on peut aller dans la transformation de la gouvernance, dans la transformation d'un cœur de produit ou d'un cœur de métier, jusqu'où pour aller pour faire bouger les lignes éthiques de décision dans une entreprise. Qu'est-ce que c'est vraiment que la création de valeur? Qu'est-ce qu'on mesure mesure pas? Donc on espère, et d'ailleurs c'est en cours, que les premiers dirigeants à cette première promotion du cœur aux actes passent à l'acte dans le rôle de directeur général, président, fondateur. Et puis, donc, du coup, si ça marche, et c'est en train de marcher, on lance d'autres parcours pour d'autres participants, parce qu'on pense que, justement, ce type de formation appliquée n'existe pas. Donc, l'idée, c'est d'avoir plusieurs promos de leaders du cœur, si Absolument. je Alors, on a lancé, il y a quelques semaines, la 2e promotion, et on est en train de former la 3e promotion qui démarrera en janvier prochain. Ouais. Et donc, on a la chance d'avoir Florence avec nous. Florence, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez connu donc ce parcours? Qu'est-ce qui vous a motivé à en être? Et vu que vous êtes en train de le vivre, comment ça se passe? Alors bonjour à tous. Alors je suis moi-même donc dirigeante d'une entreprise de médias qui s'appelle Bayard, et je suis dans une gouvernance très particulière qui est un directoire, donc une gouvernance collective. Au sein de ce directoire, je pense avoir la fibre, l'intuition, l'envie, le désir de poursuivre dans cette envie que l'œuvre Bayard, en tout cas comme on la nomme dans l'entreprise, se perdure dans le temps. Et dans un contexte très très difficile. La presse est soumise vraiment à des aléas extérieurs énormes. On a eu une crise de la distribution à 2 ans. Aujourd'hui, on a la crise du papier, l'approvisionnement, etc. Et dans des périodes où le court terme s'impose, et avec toute sa violence, il me semble toujours important de préserver le moyen terme, le long terme, et de penser toujours et encore au projet, car on sait bien que les compromis viennent très très vite quand les temps sont difficiles. Et donc, je cherchais, consciente de tout ça, et consciente aussi que dans l'entreprise, certains clivages pouvaient exister dans cette vision de sécuriser le court terme. Je cherchais des ressources. Et il se trouve que j'ai découvert Hélène par Twitter. Je suis désolée. Ça marche, comme quoi ça marche. Voilà, par Twitter, où j'ai eu connaissance du programme. Tu avais déjà bouclé le programme, Hélène, je crois. Et puis, en le parcourant très rapidement, comme on fait quand on lit ces réseaux sociaux, j'ai vu des noms que je connaissais. Geneviève, notamment, ne m'était pas inconnue, puisque c'est avec elle qu'on a travaillé notre raison d'être à Bayard. Et puis d'autres noms. Et le projet, surtout, m'avait vraiment passionnée. Donc, j'ai pris contact avec Hélène. Je m'étais dit 10 minutes. Voilà. Puis, en fait, on s'est parlé 1 heure. Puis, on s'est revus. Hélène est intervenue à l'université Bayard. Et puis j'ai choisi d'embarquer dans ce programme, consciente des différents atouts. Alors, il y avait un premier atout qui était le parcours un peu académique, sur des sujets très variés, comme tu l'as énoncé. Enfin, on parle du rapport au vivant, on parle de gouvernance, on va parler de comptabilité bientôt, on parle d'éthique, enfin on parle de tout un tas de choses. Donc avoir le sentiment d'avoir un bagage académique qui me soutienne et qui endurcisse mes convictions, on va dire. Il y a les rencontres, alors des rencontres magnifiques, je dois le dire. Vous avez vu dans le film Alexis Nollet, Ulteria, qui d'ailleurs que j'ai invité lui aussi à l'université Bayard, parce que mon désir était
pour moi, évidemment, de me nourrir, mais il était aussi de me dire dans quelle mesure ce parcours, très impliquant, hein, vous disiez 18 mois, m'aide aussi à transmettre et à diffuser cette conviction dans l'entreprise. Voilà. Donc mon sujet était aussi de faire en sorte que ces personnes puissent aussi intervenir dans Bayard et de créer un réseau qui se nourrissent aussi des rencontres voilà, du programme. Et puis enfin, le lien aux dirigeants, aux entrepreneurs, à ceux qui avaient aussi construit des associations. Il y a des personnes issues d'horizons très très variés, des liens d'amitié, on peut dire, qui se construisent dans le temps, qui sont très aidants parce qu'on s'appelle, on se voit. Je crois qu'on s'aime beaucoup. On parlait de cœur et d'amour, et je crois que c'est une réalité. Voilà. Et on donc, a un amoureux de Geneviève, on a vu. Hein. Ouais, ce lien-là, il est évidemment décisif dans des périodes difficiles où on peut avoir besoin de personnes qui nous soutiennent, qui nous renvoient des images positives, des actions dont on a l'impression qu'elles n'avancent pas, mais qui finalement tiennent leur chemin. Merci beaucoup pour votre témoignage, c'est très précieux de vous avoir avec nous aujourd'hui, Florence. Je voulais qu'on revienne à la série documentaire, au projet de la série. Comment est-ce que vous avez appréhendé cet exercice? Alors, je ne sais pas, normalement les deux sont allumés, je vais juste faire un petit check technique, désolé. C'est bon, les deux sont allumés, les deux marchent. C'est bon. Comment j'ai appréhendé? Alors moi déjà, c'était un peu le projet que j'attendais. En fait, parce que donc ça fait donc 15 ans que je raconte les changements individuels et collectifs, et j'avais jamais vu un projet qui était à la convergence de l'être et du faire. Finalement, dans la première partie, enfin dans les années où j'ai raconté la transition, quelle qu'elle soit d'ailleurs, c'était surtout une recette de cuisine, donc on était principalement dans le faire, mais finalement quand on contraint les gens à changer, ils changent pas forcément parce qu'il faut que donc non, il est souhaitable que, cet input du changement vienne de l'intérieur, qu'il y ait un vrai appel, justement un appel du cœur. Donc j'étais allée explorer aussi les lieux de changement plus au niveau de la connaissance de soi, de la spiritualité. Alors le problème, c'est que tantôt on tombait dans une forme de bisounourisme ou, de non-action. Donc j'étais très frustrée aussi. Alors c'était chouette parce que enfin on pouvait détabouiser le cœur, le sensible, mais pour moi ça manquait un peu de matière. Et puis je fais la rencontre de ce projet et des incroyables personnes qui le composent, notamment Hélène et Florence. Et là, je me dis, c'est incroyable. C'est un projet complètement innovant, révolutionnaire, parce que justement, il a tous les ingrédients. Et c'est comme ça que je l'ai un petit peu appréhendé. C'est-à-dire que je me suis dit, dans le fond, il est super rock'n'roll, parce que c'est quand même hallucinant finalement d'être dans des milieux de pouvoir où on décomplexe les sujets de cœur, les sujets du sensible, les sentiments, les émotions, et en même temps où on est dans une forme d'action. Donc voilà. Mais c'est vrai que vraiment, en tout cas, parce que le premier module est quand même un module où on travaille les émotions, où on travaille l'intuition, et en tout cas pour avoir aussi fréquenté des milieux de pouvoir, j'ai été journaliste politique, j'ai été conseillère d'une ancienne ministre, j'ai rarement, ou pour pas dire jamais, vécu dans des milieux ou dans des formations ou dans des institutions, enfin après c'est un peu indéfinissable, où on se permet de mettre des mots sur le sensible. Et donc, le sensible, le sentiment, même la spiritualité, puisque dans l'épisode 4 sur l'éthique, on va traiter de la spiritualité en entreprise. Alors, j'ai bien dit spiritualité et pas religion, donc la spiritualité dans le sens connaissance de soi, dans le sens être au service de quelque chose qui nous dépasse, la notion de la transcendance. Et donc tous ces sujets sont abordés, et donc je dirais effectivement l'appréhension, c'est donc le premier mot rock'n'roll, mais le deuxième c'est délicat, parce que vraiment c'est la délicatesse. Voilà, je sais pas si c'est une très belle réponse. Ouais. Merci beaucoup. Je pense que vous n'êtes pas passer à côté du fait qu'on vit une période où il se passe quelque chose, définitivement. On parle notamment de nouveau capitalisme, de nouvelle économie qui se veulent plus vertueux, plus positifs, tenant compte de l'ensemble des enjeux et de manière assez systémique. Et forcément, ça implique une nouvelle gouvernance et ça a un impact in fine sur le pouvoir. Comment le pouvoir s'inscrit dans cette nouvelle donne ?
Alors, en fait, la réalité est pleine de paradoxes. Donc, on pourrait dire, c'est dans les moments où certains appellent de leur vœu une transition écologique plus rapide, qu'il faut réinventer des solutions, comme on peut voir chez Ulteria, de gouvernance qui permettent d'avoir des activités écologiquement compatibles et un écosystème territorial. En même temps, il y a une forme de concentration du pouvoir brut, parce que plus le gâteau se réduit, plus les conflits pour avoir accédé au gâteau se multiplient. C'est une banalité de dire ça, mais on va à la fois voir le pire et le meilleur. Alors le pire est à l'œuvre en ce moment même, prend des phases visibles et des phases moins visibles, et on y reviendra peut-être, mais on pense réellement que, par exemple, je reviens à ça, le capitalisme numérique peut dériver très rapidement dans des formes de pouvoir en plus moins visibles, qui sont nocifs à l'individu et à la collectivité. Ce qui est déjà le cas. Si on prend l'exemple des GAFAM, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Voilà, mais ça peut aller encore beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire que dans les périodes de tension et de conflit, notamment sur les ressources ou dans des écosystèmes dégradés, le pouvoir peut devenir encore plus brutal. On pense donc qu'effectivement, au sein de ce petit mouvement dirigeant pour l'instant, qu'on espère voir devenir plus grand, on peut mettre sur la table un pouvoir qui soit libérateur, qui donne du pouvoir d'agir en confiance, avec l'amour de son prochain et l'amour du vivant. On va dire, ça y est, c'est l'utopie qui revient. Oui, mais je pense qu'il faut quand même une dose d'utopie, il faut oser ça. Il va falloir oser le faire. On ne peut pas dire que ça va fonctionner, mais je pense que ce pouvoir-là, un pouvoir plus délicat, plus humain, est indispensable pour le siècle qui vient, même si aujourd'hui il est minoritaire. Voilà. Alors il prend des formes, on en a parlé beaucoup dans l'épisode, des formes de gouvernance très différentes, c'est-à-dire sortir de ce qu'on appelle le shareholder capitalisme, le capitalisme boursier actionnarial classique, pour aller vers toutes les formes très variées du stakeholder capitalisme, capitalisme des parties prenantes, avec de l'actionnariat salarié, des fondations actionnaires, des gouvernances à mission. Sans changement des structures, on n'y arrive pas non plus. Donc le pouvoir, c'est pas que l'affaire d'un individu, c'est pas Florence se lève le matin en étant animée par des bons sentiments, c'est dans quelle structure elle opère aussi. Voilà. Donc la révolution des modes de gouvernance, c'est le travail de Geneviève Ferron. Voilà. Ah, oui, vous voulez compléter, Florence, allez-y. Compléter pour dire que, quelque part, nous sommes animés dans ce parcours aussi, avec mes collègues, par le sentiment que l'entreprise n'est pas forcément la propriété de celui qui l'a créée, que l'entreprise, c'est un bien commun qui a un impact dans la société et qui appartient finalement à toutes ces parties prenantes. Et donc il y a un enjeu de déplacement personnel pour se dire mais finalement qu'est-ce que je vise comme propos, comme impact sur la société, qu'est-ce que mes clients, qu'est-ce que mes lecteurs pour une entreprise de médias comme nous, qu'est-ce que mes salariés, qu'est-ce que mon actionnaire, bien sûr, il existe aussi. Enfin voilà, qu'est-ce que nous voulons pour cette entreprise et comment ensemble nous pouvons progresser. Donc ça, moi, je le vis déjà quotidiennement dans mon entreprise et j'ai vécu aussi en lecture de mes collègues du parcours où certains étaient vraiment des personnes qui avaient créé leur entreprise, vous l'avez vu sur le film, et qui s'interrogeaient sur la question de la dépossession, d'autres qui avaient déjà entamé cette question de la dépossession, qui témoignaient comme elle était libératoire. Donc voilà, on avait tous finalement des positions très diverses qui nous ont permis vraiment de partager de façon extrêmement riche sur cette question du décentrage. Vraiment, c'est le mot que je retiens pour pouvoir nous libérer et libérer les équipes par rapport à ça. J'aimerais qu'on aille un tout petit peu plus loin et j'aimerais avoir votre avis, vous Florence qui le vivez de l'intérieur et vous Hélène et Valérie qui avez un œil peut-être un peu plus extérieur par rapport justement à cette période actuelle où on remarque qu'il y a une forme de momentum, une période qui est très chamboulée avec le contexte sanitaire et presque post-Covid, les mouvements sociaux, la guerre en Ukraine, etc. Et les dirigeants d'entreprise, j'ai le sentiment qu'ils sont un peu ébranlés aussi et touchés directement depuis un peu plus de 2 ans, et notamment qu'il y a une remise en cause de cette notion de pouvoir, de gouvernance. On le voit actuellement, notamment avec la grande démission. Enfin, il y a quand même une remise en cause. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait un dirigeant ou une dirigeante qui ne se pose pas des questions profondes. Qu'est-ce que vous observez, vous, de l'intérieur, et comment vous le vivez, vous, en tant que dirigeante ? Je pense que Heart Leadership est une université qui est vraiment très précurseur sur ce sujet. Je pense que l'été qu'on vient d'affronter a mis les dirigeants face au mur de difficultés majeures et d'une nécessité
de se reconvertir ou en tout cas se transformer pour tenir compte de la réalité du monde. Je me dis qu'aujourd'hui, ce que nous apporte cette situation, c'est vraiment de nous obliger à prendre en compte l'intégralité du système dans lequel nous nous trouvons, et notamment la question du lien à l'environnement, qui ne va pas de soi. Alors ça, je peux témoigner en tant qu'entreprise. On est une entreprise qui s'est construite donc, dans des propositions de lecture avec un sentiment très fort de chercher le bien des personnes pour les aider à grandir, pour ce qui concerne les enfants, les aider à bien vivre leur dernière partie de vie, pour ce qui concerne les seniors, etc., pour leur aider à vivre leur spiritualité. Donc tout ça, on l'avait fait, mais on ne s'était jamais posé la question du lien au vivant. Et on se disait finalement, ça c'est pour les autres. Nous, à la limite, ça suffit. On est socialement, on travaille nos projets sociaux, on a un impact sur la société qui est reconnu grâce à nos publications, etc. Et finalement, le lien au vivant, c'est pour d'autres. Bon, je crois que là, on est bien face à cette question 360, je vais dire, où l'ensemble des sujets doivent être abordés dans les prismes de décision de l'entreprise. Donc ça, c'est un élément qui est nouveau, qu'on avait déjà instruit avant l'été, qui n'était pas forcément quelque chose de partager largement, puisque en période de difficulté, évidemment, l'économique peut tout de suite prendre le relais, mais qui aujourd'hui se traite. Alors on a essayé de le conceptualiser, on a créé la notion de dilemme, alors que voilà, et on a institué des grilles de discernement, c'est comme ça qu'on l'appelle, pour pouvoir se dire voilà comment, dans un sujet donné, comment on le traite, comment on le tranche au regard des différents critères, y compris le critère environnemental qui n'allait pas de soi, il commence à prendre les devants aujourd'hui dans nos réflexions. Donc je dirais une transformation extrêmement profonde. Après, il y a d'autres natures de transformation qui sont venues aussi post-Covid. C'est évidemment le lien aux personnes, puisque quand on vit dans des open space ou des bureaux jour après jour à côté des collègues, on ne s'interroge pas sur la manière de les manager forcément au jour le jour ou de l'attention qu'on leur porte. Quand ils sont à distance, il faut organiser la relation beaucoup plus et faire preuve de considération en n'oubliant pas ceux qui sont parfois dans des espaces un petit peu... ils ne sont pas forcément en réunion, ils sont un peu dans les coins, et ils finissent par ne plus exister, à disparaître, à être oubliés. Voilà. Donc il y a un enjeu de remise sur la table en quoi consiste le lien humain, comment on le déploie, y compris dans des conditions difficiles, de relations distantes. Et je trouve que ça repose les bonnes questions quand on accepte de se les poser. Merci beaucoup. Vous vouliez compléter, Hélène et ou Valérie? Oui, volontiers. Je vais dire un mot sur le pouvoir et la potentielle crise du pouvoir et de l'autorité. En faisant référence à un livre d'un historien qui s'appelle Mendel, qui a écrit « Histoire de l'autorité », et c'est un long récit des différentes formes du pouvoir. C'est absolument passionnant, et si on devait en garder une phrase, c'est « L'autorité est, en théorie, légitime en échange de protection ». Ce qui est un principe de bon sens, c'est-à-dire qu'on accepte l'autorité d'un chef si on se sent un peu protégé. Et de quoi ? Bon, et aujourd'hui, la protection des risques qui viennent, ou des risques, des menaces qui sont déjà là, n'est pas forcément totalement assurée, ni par l'entreprise, ni par le dirigeant politique. Donc, une crise structurelle de l'autorité et donc de l'exercice du pouvoir. Alors que, l'étape d'après, si on regarde d'un point de vue à nouveau anthropologique ou historique comment se manifeste le pouvoir, et qu'on lit un deuxième livre passionnant qui s'appelle « Biologie du pouvoir » de Jean-Didier Vincent, on comprend que finalement un dirigeant en position de pouvoir a plusieurs rôles. Le premier, par exemple, c'est d'orienter ce groupe de primates ou ce groupe d'humains vers la prochaine source de nourriture, parce qu'il faut déjà manger. Donc on pourrait dire son rôle, c'est d'avoir la bonne intuition sur vers où il faut aller, donc donner une direction viable. Et là encore, aujourd'hui, le dirigeant d'entreprise qui cherche à donner la direction viable à son entreprise face à tous les risques, face à la tension sur les matières premières, etc., c'est bien compliqué. Pour pouvoir donner une direction viable, il faut être capable d'envisager un peu le futur. Donc les capacités prospectives du dirigeant, en général, sont peu enseignées, peu développées, et quand elles existent, difficiles à mettre en pratique dans un monde incertain. Donc le dirigeant est affaibli. Même s'il est un peu une personnalité sentinelle pour certains d'entre eux, très intuitif, la réalité aujourd'hui fait qu'il y a une crise structurelle de sa capacité à orienter l'action. Et enfin, l'autre dimension du dirigeant dans Biologie du pouvoir, c'est aussi ses capacités empathiques. Pas de bon dirigeant de groupe sans empathie. Sinon, on a un psychopathe à la tête du truc. Bon.
c'est assez prouvé que pour réguler et modérer les relations dans le groupe, il faut un niveau d'empathie suffisant. Pour l'entraide, il faut un niveau d'empathie suffisant. Or, dans les groupes humains, et a fortiori dans les très grandes entreprises, il y a une surreprésentation des profils à défaut d'empathie dans les positions de pouvoir, de deux types, psychopathiques et autistiques. Une fois qu'on le sait, ça va mieux. Voilà. Mais on peut se demander comment on en est arrivé là. Et donc, est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est bon pour la viabilité de notre économie demain? La réponse est non. Alors, j'ai écrit un papier que je ne diffuse pas parce que je ne me ferai pas des amis. C'est le triomphe des sans-cœurs sur la horde des sans-dents. Et c'est vraiment ce que je pense. C'est ce que j'ai observé, malheureusement, des tas d'endroits dans le CAC 40 et ailleurs. C'est-à-dire qu'on a érigé en cliché, ou en tout cas image du pouvoir, le profil du sans-cœur, en disant voilà, le leader désirable, c'est le sans-cœur, froid et rationnel. Mais non, c'est biologiquement faux. Un bon leader, il a de l'empathie et de l'intuition. Voilà. Donc nous, on s'emploie à essayer de refaire vivre un imaginaire du leadership différent dans toutes ses facettes pour avoir des dirigeants viables dans le monde qui vient. Merci beaucoup Hélène, moi j'ai envie de le lire ce papier. J'aimerais qu'on parle des récits autour du pouvoir parce que c'est essentiel. Il y a pas mal de paroles qui m'ont interpellée dans l'épisode qu'on vient de voir. Pour passer de l'amour du pouvoir au pouvoir de l'amour, de la parole de l'ego à l'intelligence du cœur, de l'avoir à l'être, pour construire un nouveau pacte social et changer de paradigme comme l'évoque Geneviève dans cet épisode, comment on fait ? Du coup, c'est moi qui ai cette question à 1 000 €, j'ai l'impression. Comment on fait ? Justement, je pense que l'idée, c'est de sortir de la recette de cuisine et du il faut que, il y a qu'à. Donc sortir du mental pour se connecter à cette fameuse intelligence du cœur, quoi. Mais pour quand même, je vais répondre à votre question, Caroline, mais je vais peut-être ajouter ma petite pierre à l'édifice de la dernière question que vous avez posée sur l'observation de cette transition autour de cette question de pouvoir. En fait, cette question de pouvoir, elle a l'air anodine, mais c'est un des épisodes les plus importants de la série, parce que finalement, ce changement de civilisation, ce changement de paradigme, interroge clairement la question de tout un chacun sur quel est mon rapport au pouvoir, mais pas que les dirigeants, parce qu'en fait, le rapport au pouvoir, il est partout. Il est même chez les enfants, en fait. Comment, moi, individu, je m'inscris dans un groupe? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai envie de contrôler l'autre? Ou est-ce que je lui fais confiance? En fait, je pense que toute cette question, c'est comment je suis en relation avec moi-même, qui je suis, et comment je m'inscris. Quel est mon rapport à l'autre, en fait? Et j'ai l'impression que toute notre civilisation est basée finalement autour de cette question. La manière dont on a organisé la ville, la manière dont on a organisé, pas que la gouvernance, tous les rapports sociaux, le contrat social est basé là-dessus. Donc c'est une vaste question, ce que vous me demandez, parce que tout est à réinventer. Et pour moi, cette réinvention, elle passe effectivement sur... Vraiment, la première étape, c'est qui je suis. Donc, épisode 3, le courage d'être soi. Qui je suis, mais quelles sont mes ombres, en fait? Parce que, en fait, la question du pouvoir, c'est aussi oser se regarder en face. Quelles sont mes ombres, de quoi j'ai peur, le fameux Dark Factor, qui est un test génial, parce que tout est génial en fait dans ce parcours, mais il y a quand même l'épisode 3 où les dirigeants ont un test pour quand même avoir cette lucidité de voir quelles sont leurs zones d'ombre, et c'est hyper intéressant parce qu'il y a effectivement comment. Voilà, est-ce que je suis machiavélique? C'est Cyril Vu qui, dans l'épisode 2, a quand même l'honnêteté, et c'est finalement faute avouée, faute à moitié pardonnée, qui dit que depuis qu'il a dépossédé il s'est dépossédé, donc il dit j'ai un peu moins l'écro. Je trouve ça incroyable. J'ai un peu moins l'écro, cette honnêteté, cette lucidité sur lui-même, parce que finalement tout le changement de paradigme, ça va être de sortir de ce côté prédateur, donc de cette civilisation de l'extraction des ressources, pour aller vers la coopération, le partage, être dans une nouvelle comptabilité de effectivement compter ce qui compte. Moi, je suis pas d'accord avec Macron quand il dit que c'est la fin de l'abondance. C'est pas vrai. C'est le début de l'abondance, mais laquelle? Et donc c'est ça les nouveaux récits, c'est-à-dire en fait on va rentrer dans
une ère de l'abondance, mais une abondance du lien, une abondance de l'amour, une abondance de l'expérience du vivant, de l'intelligence du vivant. Et alors, effectivement, c'est la fin de l'abondance vu par le regard du système que l'on quitte, en fait. Donc, voilà, la fin d'une forme de gabegie. Voilà, et donc c'est de cette vision d'une société patriarcale, néolibérale que l'on quitte, qui était designée sur une extraction infinie de ressources. On va aller vers un design beaucoup plus circulaire, coopératif. Donc pour boucler la boucle, effectivement, c'est de l'ego au cœur, de l'individualisme à l'altruisme et de la compétition à la coopération. 1 000 €, hein, vous disiez question à 1 000 €, vous avez répondu, merci. J'ai tout donné. De quoi le leader d'aujourd'hui devra-t-il faire le deuil pour devenir le leader de demain ? Je pense qu'on l'a un petit peu dit. Je ne sais pas s'il faut abandonner, alors partager un peu le pouvoir. Mais le pouvoir, c'est pas seulement le pouvoir de décision ou le pouvoir financier. C'est aussi l'information. L'information, c'est le pouvoir. Donc c'est accepter de partager un peu le pouvoir. Donc c'est en donner un peu, c'est ce que disait Odile, accepter d'en donner un petit peu. Et c'est surtout se libérer d'une bonne partie de la face cachée de sa personnalité. Et ceux qui sont dans un travail personnel le font plutôt bien, mais il y a tellement peu de contre-pouvoir que ce n'est pas les personnes qui sont autour qui les amènent à le faire. Donc, est-ce que c'est volontaire ou est-ce que parfois ça nécessite d'être accompagné ? J'ai envie de dire, dans le contexte, ça serait bien que ce soit un peu plus accompagné, ce processus-là. Et je reviens sur la question des imaginaires, parce que au sein de cette université qui est strictement apolitique ou apartisane, on n'a absolument pas une fibre révolutionnaire qui est de dire ça doit se faire dans un bain de sang. Enfin, soyons clairs, il n'y a aucun intérêt à aller mener une offensive contre. Et d'ailleurs, on dit souvent qu'on ne crée pas un anti-Harvard, on crée un post-Harvard. On crée l'université du monde qui vient. C'est quand même très différent. Donc oui, il faudrait abandonner des trucs, et pour donner envie d'abandonner des trucs, c'est la mise en récit sur laquelle on travaille. À travers cette web-série, à travers des partages de récits vécus de dirigeants dans leurs livres, à travers des rencontres, parce qu'en fait, on accepte de quitter quelque chose si on arrive à s'identifier à quelque chose de bien ou de mieux. Donc on ne va pas laisser tomber pour rien, pour se trouver au milieu du néant. Donc cette fabrique des nouveaux imaginaires, cette fabrique des nouveaux récits, elle est essentielle, elle est sous-financée, elle est minoritaire, on sait qu'on est tout petit, c'est pas grave, mais qu'il y a ici et là un ensemble de courants qui vont dans la même direction. Florence, bien sûr, complète. Il y a un point qui me touche beaucoup, c'est la question de la maîtrise. Quand on est dirigeant, on peut justement se sentir détenteur d'une vérité, être dans la logique de se sentir sachant et du coup de se sentir obligé de poser des actions qui soient évidentes et marquantes pour l'ensemble de la société. Je pense que le dirigeant de demain, et celui d'aujourd'hui, donc, doit aussi sortir de cette idée de maîtrise pour se déposséder de son savoir, avoir conscience qu'il n'est pas expert, que la complexité, de toute façon, elle ne se traite pas avec une position d'expert, elle se traite avec une position de design, de regard diversifié, et de se sentir incomplet. Et en trouvant les bonnes adjonctions de compétences et de personnalité, qu'elles soient des grands chefs à plumes, ou des personnes du terrain qui justement apportent la vérité de ce qui est vécu jour après jour dans l'entreprise ou dans la société, on peut commencer à progresser et à créer finalement la société de demain. Ça, j'y crois très fort. Merci beaucoup. On ne peut pas nier qu'il y a un sujet, quand on parle du pouvoir, il y a un sujet aussi qui est lié au genre. Alors, on est un panel féminin aujourd'hui et j'en suis personnellement ravie. J'aimerais vous faire écouter une compilation d'extraits du podcast de Léa Salamé, Femme puissante, qui a interviewé tout type de femmes, actrices, dirigeantes, politiciennes. Et à chaque interview, elle pose toujours une première question qui est la même, qui est « Êtes-vous une femme puissante ?» On va écouter donc une compilation de certaines réponses et j'aimerais vous faire réagir juste après. On écoute. À quel moment de votre vie vous êtes-vous sentie puissante ? Celle-là, on l'avait jamais faite encore. Je
pense jamais. C'est une question qui m'a donné matière à réflexion. Il faudrait déjà se poser la question de savoir ce qu'est une femme puissante. Je l'entends souvent, mais je trouve ça puissante en quoi? Puissante... Alors c'est à force peut-être d'avoir tellement de liberté et de dignité, j'ai envie de dire, j'en suis très fière, donc je le revendique. En réalité, je crois que je ne me suis jamais sentie ou ressentie puissante. Oh, jamais. Et ni aujourd'hui, ni autrefois. Je sais pas si je me sens vraiment puissante. Je ne pense pas que je sois une femme puissante. J'aime bien être perçue comme ça, que ça veut pas dire grand-chose pour moi de l'intérieur. Je me dis pas le matin quelle puissance ou quelle... je me dis pas ça, quoi, ouais. Je ne me sens jamais puissante, c'est pas du tout de la fausse modestie. Ah, je suis surprise par cette phrase. Je sais pas si je suis une femme puissante. Je suis une femme qui n'est pas impuissante, ce qui est déjà beaucoup. Très puissante. Ah, oui. Comme vous. Comme toutes celles qui nous écoutent, si elles veulent bien. Donc, est-ce que je suis une femme puissante? C'est ça? J'aime pas du tout cette question. Parce qu'en fait, pour moi, le fait, rien que de se la poser, ça veut dire que, d'abord, qu'il y a un problème, et deux, qu'on genre une question qui ne devrait pas du tout être genrée. Parce que je me posais la question, tiens, est-ce qu'on aurait fait l'interview inverse? Alors, est-ce que vous êtes un homme puissant? Jamais on poserait des questions comme ça. Mais ça prouve qu'il y a un sujet aujourd'hui. Et on le voit notamment dans les entreprises, on en parlera juste après avec Florence. Ouais. Il y a un sujet, mais je pense que, il serait souhaitable de sortir de ce sujet. Je suis d'accord. Dans le sens où, pour moi, la puissance ou le cœur ne devrait pas être genré. Moi, j'allais vous répondre, je suis une femme de cœur. Je suis une femme engagée. Je suis une femme, mais je suis pas qu'une femme. Je suis un être humain. Donc voilà. Je pense que, tant qu'on sera dans cette guéguerre de femmes, hommes, etc., on aura un problème de récit, justement. Et d'ailleurs, c'est toute la question de la transition. Donc, la femme n'a pas le monopole, des valeurs féminines. Tout comme l'homme n'a pas le monopole des valeurs masculines. Et je pense que la transition, peut-être fera l'équilibre entre les énergies du masculin et du féminin, quoi. Incarnera, cet équilibre, cette harmonie-là, quoi. J'adorerais que ce soit plus un sujet. Malheureusement, c'est une réalité. On parle, si on parle notamment d'égalité salariale, il y a quand même aujourd'hui encore la réalité des femmes qui sont payées 30% de moins que des hommes à des boards d'entreprise. Et bien évidemment, je pense qu'on aimerait tous et toutes ne pas avoir à aborder ce sujet encore aujourd'hui. C'est une réalité notamment dans les entreprises. Ouais, je veux bien réagir là-dessus. C'est pas un sujet pour notre université, et vous l'avez vu à l'écran, c'est-à-dire Valérie a fait le choix de mettre à l'écran 4 dirigeants participants, 2 femmes, 2 hommes. Bon, on a un conseil d'administration avec des femmes dedans. On a un fondateur qui est un monsieur, puis moi qui travaille avec. Donc, c'est pas un sujet pour nous, parce que, en tout cas, sur la question est-ce que je suis moi une femme puissante? Bon, je suis pas une femme, je me définis pas comme une femme, j'ai travaillé avec principalement que des hommes, et en fait, je m'en fiche complètement. Par contre, ce qui m'importe, c'est pas tant l'accès au pouvoir de telle ou telle communauté, minorité, moitié de la population, que qu'est-ce qu'on fait du pouvoir. Et donc, je pense qu'il ne faut pas confondre non plus la situation dans certains univers, par exemple l'univers politique. Peut-être un chiffre que vous connaissez, il y a 40% de femmes députées à l'Assemblée, et elles ont eu 8% du temps de parole. Donc si c'est pour aller faire pot de fleurs à l'Assemblée nationale, effectivement, ça ne sert pas à grand-chose. Ce n'est pas une critique des personnes, c'est juste le système qui a induit ça. Donc il y a certains univers professionnels où la question d'être le pot de fleurs se pose, ou le pot de fleurs mal payé. Il y a d'autres univers professionnels et dans le monde de l'entreprise ou de certaines entreprises où la question, c'est pas ça. C'est quand on a le pouvoir, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'on soit un homme, une femme, un petit, un grand, un barbu, un pas barbu, enfin voilà. Et qu'est-ce qu'on en fait par rapport à la fois à un projet de société qui tient debout et par rapport aux risques majeurs qui sont autour de nous. Et je reviens à ça. J'ai vu autant de femmes sanguinaires dans le business que de bons hommes. Donc pour moi, on peut vraiment pas réduire ça à la question de quel genre on est, je pense. Et tout le temps où on discute de ça, on ne discute pas des risques majeurs et de la façon de le prendre autrement. Vous avez vu à l'écran Alexis Nollet, Cyril Vu, Frédéric Jobert, qui sont des hommes, qui font des trucs absolument fantastiques
Donc moi, je pense qu'il faut plutôt faire le récit des solutions que s'enferrer dans des divisions. Vous connaissez l'adage, hein, diviser pour mieux régner. Donc on pourrait parler de ça là encore pendant des heures, et ça n'enlève pas les nœuds de pouvoir là où ils sont et vraiment les sujets importants. Voilà. En tout cas, c'est pas un sujet pour nous, même si bien entendu il y a des inégalités sociales énormes, mais je pense que c'est pas là qu'est le levier de changement. Il est plutôt dans le récit positif. Florence, en qualité de dirigeante. Alors, effectivement, je ne réponds pas pour l'université, puisque c'est une réalité de vie d'entreprise dont je peux témoigner là aujourd'hui. Peut-être vous dire quand même que Bayard, c'est une entreprise qui a 150 ans d'âge, qui va fêter ses 150 ans l'année prochaine, qui s'est construite donc avec cette gouvernance de directoire. Nous sommes 4 personnes au directoire. Et depuis 150 ans, je suis la 2e femme à être au directoire. Donc, autant vous dire que les femmes n'ont pas eu historiquement une place très très grande dans la gouvernance de l'entreprise, entreprise qui est constituée à 70% de femmes. Donc, voilà. Donc, sur cette question de femmes puissantes, moi je dirais pas le mot puissant me convient pas du tout. C'est pas comme ça que j'espère vous l'avez compris que je conçois le rapport au pouvoir. Je pense que je suis une femme d'influence compte tenu de mon rôle dans la gouvernance, d'une part, et d'autre part, je pense que j'ai une responsabilité avec cette place dans la gouvernance. J'ai une responsabilité évidemment qui est celle de tout entrepreneur pour que mon entreprise perdure et puisse avoir évidemment cette prospérité, pour reprendre le mot de Geneviève, ou en tout cas se donner une place dans la post-croissance, pour reprendre un autre mot qu'elle aurait sans doute prononcé aujourd'hui. Mais j'ai aussi un rôle à jouer, je pense, pour les femmes de l'entreprise, pour leur donner aussi cette possibilité de ne pas s'auto-censurer et de se projeter dans une possibilité de développement personnel. Et ça, je pense que c'est important. Voilà, quand on est à cette place et compte tenu de l'histoire de l'entreprise, il me semble que c'est peut-être ce que je peux apporter, c'est donner cette possibilité de projection. Merci beaucoup. Alors, juste avant de laisser la parole à la salle pour une session questions-réponses, je voulais conclure ce débat avec une dernière question. Je vous propose de dresser le portrait robot du leader de demain en résumé. À quoi le leader demain ressemblera-t-il ou ressemblera-t-elle ? Ouais, alors j'adore la question parce que justement c'est pas un robot. Je vous ai tendu voilà, une grosse perche. C'est une grosse perche. C'est-à-dire le leader de demain, c'est un vrai humain, entièrement humain, dans sa complexité, ses failles, ses défauts, ses grandes qualités, et en recherche d'alignement personnel entre ce qu'il sait, ce qu'il ressent et ce qu'il fait. Contrairement à une machine, qui va être des informations en entrée, des décisions en sortie. Alors vous avez peut-être vu dans la presse ces derniers jours l'annonce d'une société chinoise de jeux vidéo qui a annoncé qu'une intelligence artificielle qui s'appelle Tangyu est désormais directrice générale adjointe de l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle peut signer des contrats, prendre des décisions sur la base des tableaux de chiffres, virer des gens s'ils ne sont pas assez efficaces, etc. Donc ça, c'est l'extrême, évidemment, de ce qu'on ne souhaiterait pas qu'un dirigeant humain soit. Et donc, une fois qu'on dit ça n'est pas ça, qu'est-ce que ça peut être ? Alors c'est pour ça qu'on est avec Valérie, et je t'en remercie beaucoup, on fait en quelque sorte une galerie de portraits de la diversité de tous les dirigeants de demain dans toutes leurs pattes humaines. Et je reviens à ça avec leurs défauts. Bon. Et par ailleurs, au-delà de ce témoignage mis à l'écran, on a lancé une étude de sociologie des imaginaires du leadership avec Eranos. Ça nous importe vraiment d'aller creuser dans les imaginaires du leadership d'hier, dans les représentations d'aujourd'hui et dans la façon dont on peut se projeter et auprès de quel public. Donc cette étude de sociologie va notamment inclure un sondage auprès des jeunes et des moins jeunes, auprès des jeunes dirigeants, auprès des jeunes futurs dirigeants, sur, selon toi, le leader que tu aimerais être, c'est ça. Ou selon toi, le leader avec lequel tu aimerais travailler, c'est ça. Donc ce travail est en cours, il va se dérouler jusqu'à février. Et on aura probablement une bien meilleure galerie de portraits, du coup, dans une grande subtilité de c'est quoi le leader désirable, on va dire, de demain. Florence ? Pour rebondir sur les propos d'Hélène du dirigeant robot, je pense que le dirigeant ou la dirigeante de demain est quelqu'un d'imparfait et quelqu'un qui se sait imparfait. Voilà. Quelqu'un qui est en effet profondément humain, qui a conscience de ses vulnérabilités. Je pense très, très fort que
on construit d'autant mieux qu'on a dans les interstices justement des vulnérabilités, parce que c'est cela qui nous permet d'entrer en contact avec l'autre en ayant conscience que l'autre peut me renvoyer le miroir de ce que je suis et aussi me compléter dans ce que je ne sais pas et je ne suis pas. Et donc voilà, le dirigeant de demain, pour moi, il est à l'écoute. Il est à l'écoute de la société, il est à l'écoute de ses équipes, il est à l'écoute des différents champs de la connaissance. Il n'en a pas. Il est curieux et il a conscience, il sait se poser les bonnes questions. Parce que je pense que, encore une fois, j'ai une collègue qui m'avait un jour beaucoup aidée. J'étais très embêtée pour prendre une décision. Et elle m'avait dit, écoute, prends ta décision avec ce que tu es, et puis assume-la, et donne-lui le sens. Et puis peut-être que ce ne sera pas la meilleure décision, mais une fois que tu l'auras assumée, elle deviendra excellente. Donc je pense que c'est aussi, voilà, c'est avoir conscience que il y a toujours une petite brèche quelque part qui fait qu'on est sur un chemin de réflexion et de progression possible, et qu'on peut améliorer, bonifier les choses, et que voilà. Donc le dirigeant de demain, il a probablement une forme d'humilité. Merci beaucoup Florence pour ce partage. Valérie, pour boucler la boucle. Alors, je vais donc essayer d'ajouter quelques petits éléments, même si vous avez dit l'essentiel. Pour moi, déjà, finalement, le dirigeant souhaitable de demain est peut-être à la convergence des 4 portraits qu'on vient de voir, parce que ils incarnent finalement un peu déjà tout ce qui serait souhaitable. C'est-à-dire, et d'ailleurs, à l'épisode 3, je vous invite à le voir, parce qu'il y a plein d'éléments aussi là-dessus, sur le courage d'être soi. Le leader de demain, il aura le courage d'être lui, déjà. Donc, il se sera libéré des injonctions sociétales, des injonctions de ce que la société ou l'économie attend de lui, pour avoir le courage d'écouter ses intuitions et d'être visionnaire, même quand parfois le contexte est contre lui. Enfin, le leader de demain, c'est quelqu'un qui est visionnaire, qui est dans le fond, comment dire, ouais, courageux, mais pas que. En fait, c'est quelqu'un aussi qui va empuissanter les autres, qui finalement, c'est ce que dit Frédéric Jobert dans l'épisode 3, c'est aussi quelqu'un qui va donner à ses équipes cette faculté d'avoir du courage, qui va laisser de la place, qui va avoir une vision finalement de permaculture humaine. C'est-à-dire que non seulement lui, il va être dans sa raison d'être, mais il va aider les autres à être dans leur propre raison d'être, à suivre leur fil conducteur et finalement à être aussi alignés avec eux-mêmes. Donc, et c'est ça l'énergie du féminin. Je crois qu'en hébreu, utérus, ça veut dire laisser la place à l'autre. Donc un bon leader, il laisse la place aux autres aussi. Et là, je ferme la boucle avec cette histoire du féminin. C'est-à-dire que pour moi, ça va être quelqu'un qui va être en paix avec lui-même, avec aussi ses conflits intérieurs, tout en étant lucide sur ses conflits, un peu comme dit Frédéric aussi, pour le reciter, c'est-à-dire moi je suis patriarcale, mais au moins je préviens les autres que je fonctionne comme ça. C'est quelqu'un qui va pas être parfait, qui va pas être bisounours, mais juste qui va se connaître et qui va savoir, dans son interdépendance avec les autres, danser avec l'unité de chacun, en fait. Donc il n'y a pas vraiment de réponse, mais il y a juste une clairvoyance, une lucidité, un amour de soi, un amour des autres et un amour du vivant. Merci beaucoup à toutes les 3 pour cette belle conclusion partagée. Il nous reste quelques minutes. Je voulais vous proposer qu'on ouvre la session à questions-réponses. Vous avez 2 bénévoles exceptionnels de part et d'autre de la salle avec un micro. Donc il vous suffit de lever la main. On a 2 premières questions devant. Oui, madame, bonjour. Je suis époustouflée par tout ce que vous avez dit, d'une telle force. Et j'ai envie juste de pousser un petit peu la roue de tout le vivant, de tout ce que vous racontez, qui témoigne d'une telle connaissance de la nature humaine dans les expériences que vous avez eues, pour dire que vous n'avez jamais prononcé encore le mot d'intelligence collective. Et en fait, l'intelligence du cœur dont vous parlez, c'est l'intelligence collective. C'est la capacité d'ouvrir son écoute, justement, à ce que dit l'autre, qui peut éventuellement contredire ce que je dis, ou le renforcer, ou l'emmener dans une autre direction, etc. Et c'est dans ce travail accepté de tous qu'on crée des choses qu'on n'aurait absolument pas pu faire tout seul.
Et je voudrais rajouter aussi que donc c'est dans le domaine de l'économie en fait que vous avez commencé toutes ces expériences, et tout ce que vous décrivez de cette perspective avec les formations, avec tous les échanges que cela produit et toutes les suites que cela peut avoir sur la façon dont les entreprises pourraient fonctionner bien différemment, en collaboration. Je voudrais ajouter aussi un autre concept que vous n'avez pas dit, mais c'est normal parce que c'est pas archi répandu. C'est que en fait, le domaine de l'économie, il est un des domaines sociaux qu'il faut mettre en rapport avec deux autres domaines sociaux pour faire le tableau complet. C'est le domaine de la culture et le domaine du politique. Donc le culturel, le politique, l'économique. Et tout ce que vous avez développé à propos de l'économique, dans ce que vous visez pour que ça puisse fonctionner différemment, c'est le principe de solidarité, d'écoute de l'autre et le fait de fonctionner en fonction des besoins des humains, de la nature, de tous les règnes de la nature. De fonctionner en fonction des besoins, c'est-à-dire se mettre au service des besoins. C'est complètement tout ce que vous avez dit. Mais je voudrais rajouter le mot que, en fait, ça veut dire faire correspondre cet idéal que vous cherchez avec celui d'un des trois idéaux de la Révolution française, qui n'ont pas été inventés par la Révolution française, mais précédemment, qui est la fraternité. C'est l'idéal dans lequel on se sent tous frères, donc on veut tous faire profiter les autres des capacités qu'on peut avoir pour mettre en route une production de quelque chose, un commerce de quelque chose, dans lequel on se met au service des besoins. Voilà. Et pour le dire vite, et après je m'arrête, pour laisser la place aux autres, le principe de la culture, lui aussi, il doit entrer dans un autre idéal de la Révolution française. Vous pensez que c'est lequel ? Liberté, dit Florent. Bah oui. La liberté de penser. C'est ça qui doit être cultivé par la culture. La liberté de penser. Et de chercher les critères. Qu'est-ce que c'est une pensée libre ? Libre de quoi ? Libre des influences qu'on peut recevoir et qu'on n'a pas repensées par soi-même, et libre de toutes les influences de son propre égotisme. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui reste pour le politique ? Et je m'arrête là. L'égalité. Chacun a droit de donner son avis sur comment fonctionne la société. Et il faut créer les structures pour que tous les citoyens puissent être conviés à dire ce qu'ils pensent de comment tout marche, les écoles, la médecine, l'agriculture, etc., pour que les lois soient faites en fonction de ce que les citoyens ont compris et qui doivent surveiller après. Il ne suffit pas d'élire des gens, puis après, pendant 5 ans, on ne donne plus son avis. Voilà, merci. Merci infiniment, madame, d'avoir pris la parole et pour votre partage. Est-ce que vous voulez réagir ? Merci beaucoup pour ce propos très riche. En fait, je pense que ça correspond à beaucoup de sujets, à la fois qu'on traite déjà et qu'on a envie de traiter. Donc, on vous a pas tout dit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on vous a parlé du parcours pour dirigeants, on vous a parlé de la web-série, on vous a pas parlé d'un format qu'on a développé qui s'appelle Regard croisé, des débats autour de livres animés par Céline Mas, qui est une personne fantastique, qui est la fondatrice de Love for Livres. Prendre le temps de lire, écouter l'autre, surtout quand il a un point de vue différent, mettre en regard, se donner de la possibilité de penser, se réautoriser à penser par soi-même. Donc la liberté de penser est évidemment centrale, essentielle dans notre projet. Et donc c'est pour ça qu'on ne propose aucun stéréotype de « il faudrait être quoi ». Déjà, ça commence par essayer de réfléchir par soi-même. Donc redonner aux dirigeants, y compris aux dirigeants débordés, un peu de temps pour se poser, pour écouter, pour réfléchir, pour débattre et surtout pour réaffirmer le principe de la liberté individuelle de penser, c'est le début.
avant même la liberté d'action. Et on pense que cette liberté, elle est mise à mal. Et donc, il y a un énorme travail à faire sur ce volet-là, qui est le volet des idées. Là, on a plutôt parlé des récits, on va dire des récits vécus et de la réalité de terrain. Et puis, sur la culture et sur la fraternité, qui étaient 2 autres points que vous avez abordés, c'est assez difficile de travailler ces sujets-là dans un contexte, on va dire, de fragmentation si on est optimiste, ou d'effondrement si on est un peu plus pessimiste, du contrat social. C'est-à-dire qu'on est dans des sociétés où le contrat social s'est délité, où justement les espaces de parole et d'échange se sont appauvris. Le Covid n'a pas aidé d'ailleurs, mais enfin, il y a des raisons de fond et des raisons conjoncturelles qui font que ce contrat social est vraiment pas en forme du tout. Et l'entreprise n'est pas connue au départ pour être le lieu de la grande douceur non plus. Donc les dirigeants sont un peu désarmés sur la question de la fraternité, de l'entraide et de la douceur au départ, parce que c'est pas ça nécessairement qu'on leur a demandé. Mais on va en remettre un petit peu aussi, donc d'où toutes ces rencontres qu'on fait. Vraiment, on est allé par exemple rencontrer le cours Ozanam à Marseille, qui est une école dans les quartiers nord de Marseille, qui est une super expérience, à la rencontre de ces enfants qui ont une énergie débordante, une lucidité aussi, et un point de vue sur la vie qui est fantastique. Et enfin, la culture, ça c'est un sujet où finalement on travaille déjà avec Valérie, mais on a beaucoup d'envies, et on a des envies de co-création, pour retravailler la question de l'émerveillement, la capacité à s'émerveiller, qui est au début normalement du geste artistique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la culture c'est uniquement du militantisme, c'est important, mais c'est pas forcément intéressant. Nous, ce qui nous intéresse plus, c'est l'amour du beau, l'envie de l'émerveillement, y compris chez des dirigeants. Et là encore, c'est assez fou de dire ça. Comme comité de direction, en général, on passe pas son temps à s'émerveiller sur la beauté du monde, mais c'est essentiel, en fait. C'est peut-être même l'essentiel. Donc, je finirai là-dessus, parce qu'en fait, une des baselines ou des phrases qu'on utilise souvent, c'est une citation de Saint-Exupéry, qui est « l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur ». Et c'est à celle-là qu'on se raccroche quand on parle d'émerveillement. Voilà. Merci. Vous vouliez compléter ou on prend la question suivante? Non, juste une petite phrase, mais donc Madame s'appelle Danielle Léon, qui est une artiste, et on s'est rencontrés le soir de l'écologie culturelle de la Nuit Blanche. Et en fait, donc Danielle, pour vous répondre, pour moi, la culture, vous avez raison, est forcément essentielle, puisque c'est grâce à la culture qu'on va créer un nouveau récit. Et donc, c'est grâce à ce nouveau récit qu'on va réussir à faire société, puisque, faire récit, c'est faire société. Et donc, c'est de cette manière-là qu'on va effectivement réécrire ce contrat social. Et pour moi, c'est un des éléments que n'a absolument pas oublié Heart Leadership University, puisque justement, c'est quand même inédit que dans un début de parcours d'une association, finalement, cette institution se dise, tiens, on va faire une web-série, ce qui, je peux vous dire, est quand même méga rock'n'roll, parce que ça a un coût, c'est challengeant. Donc, la série, c'est un peu du work in progress. Mais de plus en plus, on essaye effectivement d'insuffler les codes du storytelling et donc en faire, sans prétention, mais un produit culturel. Là, le dernier épisode va faire 26 minutes. On réfléchit à pourquoi pas être diffusé en télé ou en faire un long métrage. Enfin, le biais culturel est au cœur de ce qu'on souhaite faire pour justement créer cette nouvelle, participer à créer cette nouvelle culture du leadership et réinventer les imaginaires du pouvoir du leadership et de l'économie. Je dirais juste qu'effectivement, pour moi, l'entreprise, c'est une aventure collective, c'est comme ça qu'il faut la concevoir. Et donc l'aventure de tous vers un sens commun, co-créé par l'ensemble des parties prenantes. Voilà, donc en effet, je résonne bien avec votre propos d'intelligence collective. C'est un sujet d'ailleurs qui a fait l'objet de 2 jours aussi au sein de l'université, assez passionnante comme les autres d'ailleurs séquences. Voilà, donc je résonne à 100% avec ce que vous évoquez sur les mots et la notion de culture, de fraternité, de coopération. Enfin, c'est des mots clés, je pense, effectivement, pour construire une société durable. D'ailleurs, l'entreprise, c'est une petite société, c'est-à-dire que quand on parle de démocratie sociale au niveau de nos pays, etc., je pense qu'on a besoin de trouver on doit se poser les mêmes questions finalement au niveau de l'entreprise, parce qu'on sait que les entreprises sont quand même, notamment pour demain, des acteurs assez décisifs de la transformation du monde. Donc
voilà, notre responsabilité est très très importante de faire l'expérience, de tâtonner peut-être, mais de faire l'expérience de penser à un monde meilleur. On va prendre une deuxième question. Vous avez le micro, je vous en prie. Et juste après, monsieur, je vous ai vu et j'ai vu les mains levées. Oui, merci pour ce reportage et tous les échanges. Moi, en fait, j'ai vu que dans les exemples concrets du documentaire, donc porte surtout sur l'exercice du pouvoir en entreprise. Le sujet de l'exercice du pouvoir au sein des institutions est peu abordé. Du coup, ma question est la suivante. Est-ce qu'au sein de votre programme, vous formez aussi à l'exercice du pouvoir politique ? Merci. Alors, la réponse est courte et simple, non. Mais bon, je vais quand même élaborer. La préoccupation première de départ, je reviens à ça, la vision et mission de cette université, c'était de dire les dirigeants d'entreprise ne sont pas formés avec les bonnes approches et les bons outils. On s'attaque à ce chantier-là en premier. On s'est dit aussi que aujourd'hui, on peut mettre sur la table le fait qu'on est dans un système que certains appellent la plutocratie. Ça fait écho à un livre de Julia Cagé, qui est une spécialiste en sciences politiques, et que donc le pouvoir politique est lui-même très largement influencé, voire canalisé par le pouvoir économique et financier. Donc il faut d'abord agir sur le dirigeant économique pour qu'ensuite, peut-être, éventuellement, il y ait aussi d'autres modes d'exercice du politique. On pourrait dire que ce n'est pas du tout ça la trajectoire. En tout cas, celle à laquelle on se rattache plutôt nous, c'est plutôt celle-là. Donc on n'a pas dans notre mission de départ de former des dirigeants politiques. Par contre, s'il y en a un ou deux qui veulent venir dans nos parcours, pourquoi pas ? Voilà, on n'est pas fermé à cette idée, mais je pense que le système politique est probablement encore plus malade que le système économique, et donc il faut s'attaquer par un bout du truc pour commencer. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on a deux questions devant, monsieur, et après, monsieur. Oui, merci. Comment dire, vous avez dit tout à l'heure que, en fait, dans les dirigeants, parmi les dirigeants, les psychopathies et les troubles autistiques sont surreprésentés par rapport au reste de la société, à ce qu'il faudrait. Bon, et moi je formule l'hypothèse qu'ils ne deviennent pas parce que à cause de l'exercice du pouvoir. Et donc plutôt que, donc du coup ma question est la suivante. C'est finalement, et comment, si vous pouvez travailler là-dessus, c'est finalement les dirigeants ne deviennent pas dirigeants comme ça par opération du Saint-Esprit. Ils sont sélectionnés et nommés par quelqu'un. Et donc ce quelqu'un collectif, et donc il y a ce pouvoir-là de sélection et de nomination. Et en aval, les dirigeants, à qui rendent-ils des comptes, y compris sur ces critères-là, et quels comptes donc, voilà. Merci, parce que c'est un sujet qu'on n'a pas détaillé, qui est... Vas-y Cédric. Ouais, pardon. C'est complètement le pendant de votre question, ça se reproche vachement. J'ai lu il y a quelque temps un livre qui s'appelle The Power Paradox de Dasher Keltner. Il fait l'hypothèse contraire de la vôtre. Donc justement, on sait qu'il y a deux hypothèses là-dedans. Les gens qui arrivent au pouvoir peuvent finir toxiques. Et donc lui, il dit que les humains ont tendance à mettre au pouvoir des gens qui ont l'intérêt général chevillé au corps. C'est ça qui fait le critère principal pour mettre des gens au pouvoir. Et son hypothèse à lui, c'est que le pouvoir va les corrompre après. Moi, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas dans quel sens ça marche. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous avez regardé ces sujets ? Et c'est un vrai questionnement, en fait. Qu'est-ce qui fait psychologiquement que le pouvoir peut nous changer ? Je vais essayer de répondre en deux temps par rapport à ce qu'on a travaillé et partagé au sein de l'université. La première, c'est que il y a des prédispositions biologiques à la dominance. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a un profil de dominant va systématiquement devenir chef, mais ça veut dire que dès l'âge de 8 mois, les médecins, les biologistes peuvent observer des comportements dominants. Voilà. Et donc des dominés. C'est comme c'est, mais apparemment, biologiquement, c'est relativement prouvé. Ça ne veut pas dire que ce dominant est psychopathique. Je reviens à ça. Donc, et ça veut donc dire que les organisations laissent accéder au pouvoir, voire placent au pouvoir dans certains cas, et notamment, par exemple, un actionnariat ou un conseil d'administration va nommer un directeur général. Bon, est-ce qu'il va nommer ce directeur général pour être performant et comment ? Est-ce qu'il va préférer nommer un sans-cœur volontairement parce qu'il pense que c'est ça qu'il faut ?
Donc le rôle des conseils d'administration dans la nomination de tel ou tel profil de dirigeant est essentiel. Donc en creux, c'est de ça dont on parle quand on dit qu'il faut s'attaquer à la strate au-dessus du directeur général quand c'est un directeur salarié nommé. C'est qui est dans les conseils d'administration, quel est l'équilibre des pouvoirs, est-ce que ce sont des pouvoirs financiers ou est-ce que ce sont des pouvoirs contrebalancés par des organes à mission. Et c'est pour ça que sans réforme structurelle, on a tendance à continuer à mettre au pouvoir des profils durs, voire parfois des profils déviants. Voilà. Et donc, c'est là qu'on arrive à cette surreprésentation des psychopathiques. Et d'ailleurs, en discutant avec certains fonds d'investissement, ils font passer, certains d'entre eux, pas tous bien heureusement, des batteries de tests où ils sélectionnent comme directeur celui qui a le plus bas taux d'empathie. Voilà. Donc, c'est un des critères de sélection objectif, je veux dire assumé. Donc on pourrait dire, ça sert à rien de jouer dans ce système-là. C'est pour ça qu'on met en lumière là d'autres modalités de gouvernance qui permettent de mettre au pouvoir des dirigeants qui sont animés par autre chose. Donc ça, c'est sur le dirigeant salarié. Après, je vais répondre sur l'entrepreneur, qui est une réflexion aussi, c'est qui entreprend pourquoi ? Est-ce qu'il est mu par l'envie d'un projet d'intérêt général ou est-ce qu'il est mu par son ego, son envie d'enrichissement personnel, etc. Donc les profils d'entrepreneurs, c'est encore autre chose. Certains d'entre eux, et on en a là aussi, peuvent être assis sur une énorme faille narcissique. Et ce n'est pas forcément fantastique pour l'entreprise qu'ils vont créer. Heureusement, ce n'est pas le cas de tous. Donc il y a de tout, mais il y a quand même des déterminants structurels par rapport à la question de Cédric, qui est de dire... il y a des déterminants sur les personnalités et sur les règles du jeu de l'accès au pouvoir qui font qu'on voit arriver une surreprésentation de profils pas très sains d'un point de vue de l'intelligence du cœur. Par ailleurs, est-ce qu'après le pouvoir corrompt ? La réponse est souvent oui, parce qu'on met quelqu'un de super à la tête d'une entreprise, il va devoir faire beaucoup de compromis, puis il va aller jusqu'à la compromission. Et donc soit, à un moment donné, il a un sursaut, il dit non, ça va largement au-delà de mes valeurs, et là je vote avec mes pieds, mais il faut pouvoir le faire. Et dans certaines organisations de pouvoir vraiment toxiques, malheureusement, cette personne-là, elle est finalement fragilisée, menacée, et elle va se mettre à prendre des décisions qui ne sont pas bonnes. Donc la capacité de chacun à résister à l'autorité abusive, il y a seulement 20% de la population générale qui a une force psychique suffisante pour s'opposer à une demande absurde. Et c'est à peu près pareil chez les dirigeants. Ça veut dire que si on n'a pas un socle émotionnel et une confiance en soi suffisante, on va accepter l'inacceptable de temps en temps. Et donc je ne pense pas que ce soit particulièrement le pouvoir qui corrompt, mais en situation de pouvoir, ce levier-là, il est crucial. On met des gens bien et ils vont faire des trucs horribles. Voilà. Parce qu'ils sont entourés d'intérêts qui vont les amener à prendre d'autres décisions. Donc moi, je n'ai jamais dit que tous les dirigeants étaient affreux, c'est absolument pas ce que je pense pour cette raison-là. Parce qu'il y a plein de gens bien, mais dans des systèmes structurellement défaillants. Bonjour. Voilà, ça fait bizarre de s'entendre. Donc moi, je voudrais aborder la question sur la spiritualité. Vous avez parlé de spiritualité tout à l'heure, et je pense que c'est un bon moyen, en tout cas la spiritualité affirmée, de pouvoir maîtriser son cœur. Et je voulais savoir ce que vous mettiez en place pour permettre aux gens de s'ouvrir à cette spiritualité, en tout cas à une spiritualité dans son ensemble. Je ne parle pas de religion, mais ça peut être aussi les religions, mais dans la spiritualité, pour permettre à ces dirigeants de pouvoir maîtriser leur propre vision du monde. Merci. Je fais une réponse rapide, parce que je voudrais l'avis aussi de Valérie. On a essayé structurellement de ne pas se mettre dans une situation de toute dérive qui pourrait être perçue comme sectaire. Or, dès qu'on aborde la spiritualité, finalement, il peut y avoir ce risque-là, réel ou d'être compris comme tel. Donc le choix qu'on a fait pour développer la spiritualité des personnes, ou les aider en tout cas, pour ceux qui le souhaiteraient, c'est celui de la rencontre. Donc le parcours a été construit par des modules où on va à la rencontre de personnes différentes, de territoires différents, d'enjeux différents, pour développer ce questionnement dans la relation à soi et à l'autre. Donc j'ai envie de dire, c'est exclusivement ça. On s'est dit qu'on ne pouvait pas se substituer ni à un travail de développement personnel ni à un travail de spiritualité personnelle à chacun, mais qu'on les encourageait tous à aller à la rencontre et à se prendre parfois ce qu'on appelle des claques émotionnelles, sympathiques, mais quand même des claques émotionnelles. Peut-être tu veux témoigner de ça, c'est-à-dire que
Enfin, on n'a pas de ligne de spiritualité, mais bon, elle passe par là. Non, mais quelque part, le programme, indirectement... Enfin, on a une séquence sur l'éthique, hein, qui est quand même une séquence très, très forte. Alors, effectivement, on a passé 2 jours avec un moine bénédictin sur les questions d'éthique, mais qui n'est en effet pas à un niveau religieux, mais à un niveau de questionnement sur la contingence. Et donc, on a travaillé sur la connaissance de soi, sur les vrais et les faux selfs. Enfin, ça, je vous renvoie à d'autres épisodes de la série. Donc, tout ce travail de meilleure connaissance de soi, ce travail de positionnement de soi dans le monde et de réflexion sur son propre alignement par rapport à ses actes et par rapport à ses décisions, je pense que c'est vraiment engage la spiritualité. C'est-à-dire que mettre du sens dans ses actes au regard de ce que nous sommes et agir en fonction du bien commun, on est dans la spiritualité. Donc moi, je ressens que ce parcours nous aide à formuler une forme de profondeur dans nos choix et nous mettre aussi en position, alors méta, je sais pas, enfin, en tout cas dans une position de relecture intérieure et de relecture de nos choix au regard de causes et de sens qu'il est important de reformuler et que le parcours nous incite à bien d'établir. Voilà. Donc en effet, on n'est pas dans l'explicitation de la spiritualité, mais je pense que notre cheminement, pour certains engagés, pour d'autres un peu plus lointains, notre cheminement dans le parcours nous aide à approfondir tous nos choix de façon générale. Je vais ajouter quelque chose. Merci beaucoup pour cette question. Pour moi, c'est presque la question... Enfin, je parle en tant que Valérie et pas en tant que HLU. Hein. C'est la question la plus importante, à mon sens. En ce qui me concerne, pas de changement collectif sans changement individuel et donc sans connaissance de soi. La spiritualité est encore taboue sur la place publique à cause de cette question de la laïcité. Et pour moi, c'est un énorme malentendu, parce que, encore une fois, à la base, la laïcité, c'était justement pour permettre une liberté de la spiritualité, et ça a été mal compris. Et en fait, aujourd'hui, à partir du moment où on parle de spiritualité sur la place publique, il y a une forme de méfiance, justement, comme tu disais, du côté sectaire, et du coup, on n'en parle pas, alors que ce 21e siècle a besoin d'être spirituel. On est au cœur de la question du sens, comme dit Alexis Nollet, pourquoi et pourquoi. Et donc ça rejoint aussi la question autour des dérives du pouvoir, et notamment au niveau politique. Qu'est-ce qu'il est souhaitable d'être sage et d'avoir travailler sa spiritualité pour être capable d'être au service du pouvoir, enfin au service du collectif, avoir travaillé son détachement aux choses, à l'argent, à la possession, et même ne serait-ce qu'à son poste. Pour moi, il faudrait des années de méditation pour être à la hauteur, pour être un chef, et ça se fait pas comme ça se fait avec justement ce travail intérieur. Qui demande du deuil, qui demande du renoncement, qui demande un amour infini, déjà de soi, mais donc je reviens sur ces questions aussi, un amour des autres, et donc pour ça passe par la question de la spiritualité, par la question de la transcendance. Dans l'épisode 4 qui va sortir, Cyril raconte qu'on n'est que le fragment d'une histoire. On est juste de passage. La question de de quoi on hérite, qu'est-ce qu'on va léguer, penser aux générations futures, tout ça, c'est ça aussi la question du pouvoir, c'est-à-dire sortir de l'immédiateté de l'exercice du pouvoir, de la tentation de s'enrichir, de la tentation de s'accrocher pour juste être au service, de donner le meilleur de soi au service de tous, quoi. Et ça, ce sont des questions spirituelles, et oui, moi je peux le dire, j'observe HLU, et HLU dans son parcours de formation, sans évidemment être dans un quelconque prosélytisme, insuffle ces petites graines de conscience dans la tête des dirigeants, les interpelle sur justement le fait qu'ils sont au service, qu'ils ont de l'impact sur eux-mêmes et sur autrui. Enfin voilà, c'est toutes ces petites graines de conscience que vous donnez sans jamais être dans une quelconque forme de prosélytisme ou d'idéologie. Merci beaucoup. J'ai vu que le micro... Oh, super. On va prendre alors 2 dernières questions, parce qu'il faut qu'on libère la salle après. Donc une première, merci. Oui, bonjour, merci. Avant de vous poser ma question, je vais poser la question à la salle. Qui parmi vous est dirigeant d'entreprise, directeur ou entrepreneur ?
Ok, et les autres, du coup, qui parmi vous est collaborateur, salarié? Ok, merci. Du coup, ma question va... donc moi, je suis collaboratrice d'une entreprise de 800 personnes. Et donc, on dit qu'on ne peut pas faire, faire boire un âne qui n'a pas soif. Ma question, c'est comment, selon vous, peut-on amener un dirigeant d'entreprise qui n'a pas forcément cette sensibilité-là et qui pense en chiffre d'affaires et en nombre de collaborateurs à arriver à, à nourrir cette réflexion, à aller, je ne sais plus ce que vous disiez, passer de l'amour du pouvoir au pouvoir de l'amour, et comment faire quand on est salarié? Alors, vaste question, on pourrait y passer là aussi beaucoup de temps. En fait, j'ai envie de répondre à cette question par une question. Pourquoi est-ce que vous auriez envie de le changer ? Alors c'est un peu cru comme question, mais qui est de dire pourquoi est-ce que mon point de vue qui est on devrait faire les trucs mieux au service de l'intérêt général vaut plus que le sien. Et c'est volontairement brutal, alors que je pense à peu près le contraire, mais je le pose quand même parce que c'est ce qui nous a amené à faire tout un travail sur les systèmes de valeurs des personnes. Une personne a son propre système de valeurs. Si son système de valeurs, c'est l'argent, la famille, son patrimoine, et que le vôtre est un système de valeurs systémique, tout est lié, l'écologie planétaire, les inégalités, etc., vous allez avoir un dialogue de sourds. Et vous allez le convaincre de rien du tout. C'est son système de valeurs, il n'a pas envie d'en changer. Et il est très bien comme ça. Et accepter la pluralité des systèmes de valeurs ne veut pas dire accepter n'importe quoi. Et d'ailleurs, pourquoi avez-vous accepté d'aller travailler dans cette entreprise? Je le dis, deuxième question crue, on peut avoir la possibilité de voter avec ses pieds. Je l'ai fait 3 fois dans ma carrière. Quand c'est insoutenable et qu'on ne partage pas la vision, la mission d'une personne ou d'une structure, on vote avec ses pieds. On va dire, ah ouais, mais on ne peut pas toujours changer. Des fois, quand on ne peut pas accepter l'inacceptable, on vote avec ses pieds. Donc, c'est une deuxième réponse crue, là encore, volontairement brutale, pour dire qu'au sein d'organisations humaines, on n'est pas tous toujours alignés. Est-ce qu'on peut et est-ce qu'on doit faire changer l'autre en faisant boire un âne qui n'a pas soif? Ça ne marche pas. Alors, en psychologie, on dit souvent, passer son temps à essayer de convaincre, c'est de la perte de temps. Mais ça ne sert à rien. La seule chose qu'on pense peut servir à quelque chose, et pour ça qu'on s'applique à ça, et qu'on s'applique avec Valérie à venir, et avec Florence le dimanche matin pour ce genre de production, c'est que ce qui peut entraîner un peu le changement, c'est l'identification à l'autre. On voit Alexis Nollet, on se dit « Ah, il est cool, celui-là, j'aimerais bien lui ressembler » ou « Tiens, j'aimerais bien visiter son truc ». C'est aussi un dirigeant d'ailleurs, il fait autre chose, il a l'air heureux. « Tiens, je vais aller découvrir ce qu'il fait ». Si vous suscitez un tant soit peu d'envie d'aller découvrir ce qu'un autre fait, peut-être qu'il y aura un processus d'identification et un peu de changement. Convaincre par les mots, ça ne sert à rien. Je me permets juste peut-être de rajouter un point. Je pense qu'on a besoin de personnes comme vous, parce que évidemment, il y a un sujet d'alignement qui est essentiel, mais on remarque qu'il y a aussi toute une tendance à craquer le système de l'intérieur. Et ça, on ne le fera pas sans personnes comme vous. On le voit aujourd'hui, il y a des grands groupes qui créent des shadow comex avec la nouvelle génération et qui viennent justement chambouler ces dirigeants, ce profil de personnes. Il y a aussi des mouvements incroyables comme les collectifs qui ont été cofondés par Quentin Bordet, qui, encore une fois, essayent de craquer le système de l'intérieur. Et sans des personnes comme vous et comme elles, je pense qu'on n'y arrivera pas. Oui. Je suis en accord avec ça, je dis juste que parfois il y a des batailles qu'il ne faut pas mener. Pour votre propre santé mentale, il faut savoir voter avec ses pieds parfois. Il faut accepter de dire non, cette bataille, je ne vais pas la gagner. Quand la strate du haut, le board a nommé un directeur général avec une feuille de route, lui exécute celle-là. Pourquoi est-ce qu'il ferait autre chose? Pourquoi il va se mettre en risque lui-même? Donc il y a des contextes où c'est possible, il y a des contextes où ça n'est pas possible, il faut oser le dire. Et donc voilà, c'est ça que je voulais dire. On peut pas gagner à tous les coups, même en se groupant. Voilà, ça marche pas toujours. Je crois qu'il y avait vous avez le micro, allez-y. Oui, merci. Un grand merci à vous toutes pour cette mission que vous vous êtes fixée, qui est plus que salutaire. Je voudrais rebondir sur une remarque d'Hélène Le Thénault qui disait « le pouvoir corrompt ». Ma question est en lien avec le chemin vers le pouvoir, qui peut tout aussi corrompre et nous faire nous retrouver face à des arbitrages entre ces valeurs et ces velléités d'accession au pouvoir. Je vais poser ma question en tant que manager dans une entreprise, donc pas tout à fait simple collaboratrice, mais pas encore à la tête de la direction. Est-ce que vous allez proposer des programmes pour les futurs dirigeants de demain? Parce qu'en fait, ce cheminement intérieur, je pense qu'il faut le commencer bien avant d'accéder à la tête d'une entreprise.
Et à titre personnel, je rêverais d'être formée à la HLU. Alors, j'ai un scoop que je partage avec vous du coup. On s'était dit une chose à la fois, on s'attaque aux dirigeants et on verra les managers après. C'est pragmatique, voilà, parce qu'on n'est pas si gros, donc on ne peut pas tout faire en même temps. J'ai un scoop dans la première promotion, il y a une personne qui s'appelle Mira, qui est directrice d'une grosse entité chez Bioderma, et qui a dit ça y est, maintenant je veux passer à l'action et dans mes équipes, fabriquez-moi un parcours pour manager. Donc on va, dans les semaines qui viennent, fabriquer un parcours pour manager qu'on devrait être, je ne sais pas dire la date, en capacité de proposer à d'autres et à l'extérieur bientôt. Voilà, mais je ne sais pas quand. En tout cas, on va peut-être aller plus vite que ce qu'on pensait sur ce besoin c'est un chemin qu'il faut partager avec tous, avec les managers, et commencer tôt. Florence Casalis, qu'on n'a pas présentée, qui est en bas, est directrice des parcours. Alors je sens qu'elle va faire une crise cardiaque si je lui dis c'est tout de suite maintenant, c'est pour ça que j'y vais prudemment, en disant on va le faire. Voilà, je n'ai pas précisé quand. Voilà. Merci beaucoup. Donc on a notre première candidate du coup. Oui, c'est ça. On va prendre une toute dernière question. J'ai vu quelqu'un qui avait levé la main et après on... Tu verras. Monsieur, on vous écoute. Bon, déjà, bravo pour votre initiative, je la trouve super. Et je voulais simplement demander à Madame Guémy 2 petites questions. Déjà, si les membres du board de Bayard partageaient votre vision, donc vos 3 collègues, et si les racines chrétiennes du groupe avaient à voir dans cet engagement, du coup, pour rebondir sur la question de monsieur. Merci. Merci pour votre question. Oui, alors, effectivement, Bayard est un groupe... de culture catholique, enfin qui est détenu par une congrégation, hein, pour tout dire. Donc c'est dans l'ADN du groupe que de porter une mission. Et on a toujours, je prononçais le mot d'œuvre tout à l'heure, mais nous nous qualifions d'œuvre entreprise. Et notre actionnaire, donc cette congrégation, ne nous demande pas de dividendes. Donc nous sommes vraiment dans la logique, dans la mission de porter un projet qui nous dépasse, mais qui vise au bien commun, à la préparation du monde de demain, qui s'adresse aux enfants et à toutes les catégories de population, notamment les plus fragiles. Voilà, donc ça c'est par construction. Donc quand on est la direction générale du groupe, dans un directoire, on est aligné sur cette vision, puisque c'est le propos de l'entreprise. Et donc tous les travaux qui sont menés et tous les choix que nous faisons sont mobilisés par ces convictions. Après, c'est vrai qu'au sein de notre directoire, nous sommes tous très différents. Et certains sont un peu plus orientés business, économie. Nous avons au sein du directoire une émanation de l'actionnaire, c'est un prêtre. Et puis voilà, et moi-même je suis plus de sensibilité sociale, voilà. Donc c'est notre richesse est là, c'est-à-dire elle naît de cette confrontation de points de vue sur lequel évidemment j'ai un rôle important d'influence et de conviction, même si effectivement je pense que c'est très important de ne pas essayer de convaincre. Je l'ai vécu à mes dépens. Il ne s'agit pas de convaincre, il s'agit d'amener, de partager des expériences. Moi, j'ai vraiment beaucoup utilisé déjà l'université pour présenter à mes collègues. J'ai présenté Hélène, j'ai présenté Alexis. On est en train de travailler un projet immobilier. J'ai présenté la personne que vous avez vue intervenir dans le film. Parce que toutes ces réflexions qui ouvrent à l'humain, elles sont évidemment déterminantes pour nous. Et que même avec nos gènes d'entreprise, dans le contexte dans lequel on le vit, que j'évoquais au départ, qui est très violent, on pourrait succomber voilà, au court-termisme et à des décisions mauvaises. Vraiment, je souligne là l'importance d'une gouvernance collective et l'importance d'accepter une confrontation et de mener des désaccords jusqu'à la décision finale. Et ça, c'est extrêmement décisif. Donc le processus de gouvernance est aussi extrêmement important, et je le vis tous les jours. Voilà, donc on est aligné, mais ça ne va pas de soi, et c'est un chemin de dialogue. Voilà. Merci beaucoup. On va prendre vraiment une dernière question, parce qu'après, je sais qu'on doit libérer la salle. Donc ça sera la dernière question, monsieur. Le micro arrive jusqu'à vous. Oui, merci. Je voulais savoir s'il y avait aussi la notion de décroissance dans vos programmes.
vaste sujet. Alors Geneviève Ferron, qu'on a vu à l'écran, est connue pour avoir diffusé récemment une étude vraiment complète et intéressante sur la post-croissance. Alors, on est bien d'accord que la sémantique compte et que si elle veut que cette étude soit lue par des dirigeants, elle ne peut pas l'appeler décroissance. Pour la même raison qui est la capacité des uns et des autres à s'écouter. Donc, quand on lit l'étude sur la post-croissance, ça parle d'autres modèles de gouvernance, d'autres modèles d'affaires, d'autres modèles de comptabilité qui permettent une économie qui opère dans les limites planétaires. Donc, nous, à l'université, on est l'avocat de rien du tout. Par contre, on est un lieu de débat et de partage, là encore, d'expériences concrètes qui permettraient d'y arriver. Alexis Nollet, l'écosystème économique Ulteria, que je connais bien, est un exemple d'économie en transition, qui n'est pas fondée sur une croissance à 3 chiffres ou à 2 chiffres, même à 2 chiffres de son entreprise. Donc, c'est en faisant connaître des modèles viables de ce type qu'on pense qu'on peut arriver à progresser un peu sur une trajectoire économique viable. Voilà. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à la question, mais c'était ça. Merci beaucoup. Alors, je voulais juste rappeler, je vous invite vraiment à découvrir toute la série documentaire. Donc, le 4e épisode va bientôt sortir. Il y en aura 8 au total. Il y en aura 8. Et donc, il sort la semaine prochaine. Et donc, on traitera la question de la spiritualité justement, et de l'éthique dans ce prochain épisode qui s'appelle « Innover avec le cœur ». Merci beaucoup. Et donc, il y a une chaîne YouTube où on peut découvrir, visionner les épisodes. Ça sera l'occasion de suivre votre parcours, Florence, et on a hâte de voir comment vont se poursuivre ces prochains mois et comment est-ce que vous allez inculquer, injecter cela au sein de votre entreprise et de vos fonctions. Et enfin, j'ai envie de dire que les dirigeantes et dirigeants qui ont levé la main, les managers qui sont dans la salle, je vous invite à prendre connaissance davantage de toutes les actions de HLU et d'échanger avec Hélène sur ces sujets. On a besoin de vous, c'est essentiel. Et je finirai juste par un point qui est important pour moi, ça s'affiche à l'écran. Depuis 12 ans, le Festival Atmosphère est un festival gratuit et accessible à toutes et à tous. On parlait en introduction avec vous, madame, de ces espaces d'échange, de liberté, de fraternité, où on fait aussi place à la culture. Le Festival Atmosphère en est un. Donc je vous invite, vous avez la possibilité de soutenir le festival en faisant un don. Il y a plusieurs QR codes, vous pouvez aller sur le site d'Elo Asso pour le soutenir et je vous en remercie par avance et encore merci de votre présence aujourd'hui.